Les champions du monde, officiels ou officieux, hein, ne sont pas toujours, dans l'histoire, des personnages très sympathiques. Alors évidemment, on peut citer Bobby Fischer, qui était quelqu'un de particulièrement affreux pour tout son entourage. Euh, mais on peut aussi citer évidemment Alekhine, dont les idées et les sympathies envers le national-socialisme disent tout de sa personnalité, en tout cas disent beaucoup. On peut citer Stanton et on peut en citer beaucoup d'autres. Alors évidemment, là, on a des exemples, disons, très poussés à l'extrême, hein. Évidemment, tous les joueurs, tous les champions du monde ne sont pas à ce niveau d'antipathie, bien au contraire, hein. Certains sont sympathiques, mais c'est vrai que la plupart d'entre eux euh, ont, pour obtenir ce niveau, dû faire preuve de travail, d'abnégation, de confiance en eux, de foi inébranlable en leur supériorité, ce qui les rend, disons, socialement pas toujours agréables. Évidemment, donc, comme je disais, il y a des exceptions. Parmi ces exceptions, la première, historiquement, et peut-être la première en tout, c'est Adolf Andersen. Adolf Andersen est un joueur allemand qui est né en 1818 en Allemagne et euh, c'est qui a commencé la compétition très tard et qui est devenu le champion incontesté, ou en tout cas vraisemblable meilleur joueur du monde, lorsqu'il a remporté en 1851 le premier tournoi de Londres au moment de l'exposition universelle. Il a battu les meilleurs joueurs du monde, euh, qui est Zeritsky, Zen, Howard Staunton, dont on a parlé. Donc il les a tous battus et a gagné de manière très convaincante ce tournoi. Euh, il menait parallèlement ses études et donc il a arrêté un petit peu de jouer, mais en 1862, il est de nouveau vainqueur du tournoi de Londres à son grand retour et il gagne ce tournoi avec le score impressionnant de 12 points sur 13 devant des joueurs comme Louis Paulson qui ne sont pas les premiers venus. Donc c'est un très très fort joueur dans l'histoire et il est aussi d'une très grande élégance. On peut citer notamment sa rencontre avec Paul Morphy qui était le meilleur joueur américain qui est venu affronter les meilleurs joueurs européens. Et tous ces meilleurs joueurs européens soit se sont défilés comme Howard Staunton, soit ont joué contre Morphy, ont perdu, et ont prétexté être malades ce jour-là. Euh, Tous, à part Adolf Andersen, qui a rencontré Paul Morphy, hein, qui est venu spécialement pour le rencontrer. Dès qu'il est arrivé, il est allé se rendre à l'hôtel de Morphy. Morphy était souffrant. Immédiatement, Andersen a proposé de reporter le match pour laisser le temps à son adversaire d'être à son meilleur niveau. Morphy a dit que non, il était en capacité de jouer. Ils ont joué un match en deux parties. Euh, Andersen a gagné la première, il a gagné aussi la 10e, mais il en a perdu davantage. Il a perdu le match. On verra d'ailleurs ce match plus tard lorsque l'on verra la vie de Paul Morphy. Euh, mais il a perdu avec élégance, il n'a pas cherché à trouver d'excuses quant au fait qu'il avait perdu, il a dit que Morphy était meilleur que lui, et d'ailleurs, de manière très élégante là encore, il avait remporté la 10e partie en 80 coups, alors que dans le tournoi, enfin dans le match, il avait perdu une partie en 20 coups, et il a dit, pour conclure, Morphy a besoin de 20 coups pour gagner, et moi de 80. Donc là vraiment, pour un joueur de ce niveau d'Andersen, c'est quand même extraordinaire, cette humilité qu'on rencontre vraiment très peu souvent à ce très très haut niveau de la compétition. C'était aussi quelqu'un de très drôle. Il y a une anecdote qui me fait particulièrement rire, hein, qui est racontée dans le fameux guide des échecs, le nouveau guide des échecs,
de Nicolas Giffard et Alain Bienabé que je conseille systématiquement aux éditions Bouquin, Robert Laffont, puisque dans enfin voilà, cette anecdote est très très amusante et on dit long sur le caractère d'Andersen. Hein. Andersen est en voyage en Autriche, il s'arrête à une taverne et voit quelqu'un qui est devant un échiquier et qui a l'air très concentré. Il va le voir, lui demande qu'est-ce que c'est. Euh, le tavernier lui explique c'est un jeu d'échecs. Il lui répond de manière un peu bourrue et il lui dit on peut jouer l'un contre l'autre, mais moi, tavernier, je suis très fort aux échecs, donc vous allez jouer contre moi, mais vous aurez l'avantage d'une dame, c'est-à-dire que moi je n'aurai pas de dame et vous l'aurez. Andersen ne dit pas qui il est, il joue le jeu et fait exprès de perdre cette partie. Et il dit au tavernier, mais écoutez, le fait d'avoir une dame en plus, moi ça m'a gêné, je sais pas trop quoi en faire cette dame, j'ai l'impression que c'est plutôt un désavantage. Euh, et je vous propose de faire le contraire, c'est moi qui n'ai pas de dame et vous qui aurez une dame d'avance. Ce qui fait rire le tavernier, qui du coup joue plusieurs parties contre Andersen sous ce rythme-là, et il les perd toutes, évidemment. Andersen joue à son meilleur et bat ce pauvre tavernier qui, du coup, ne comprend plus rien à la fin au jeu d'échecs. Donc voilà, donc c'est ce type de face ici qui en dit long hein, sur le caractère d'Andersen. Et mais au-delà de son caractère très élégant et amusant, c'est aussi un très grand joueur. En général, j'essaye de montrer des parties qui sont, disons, connues, réputées parce qu'elles sont, elles illustrent le très très fort niveau, mais sans choisir la plus connue, justement parce que bah, du coup, ces parties connues en général, on les a déjà vues. Là, je vais faire une exception. Pourquoi? Parce que la partie que je vais vous présenter, c'est une partie déjà exceptionnelle et que son nom même hein, est tout à fait exceptionnel puisque elle est appelée l'Immortel. Cette partie, l'Immortel, a été jouée par Adolf Andersen avec les Blancs contre Lionel Kiereziski, qui était un joueur français, enfin qui était né en Russie, à Tartu, qui est actuellement en Estonie, mais qui à l'époque était en Russie, et donc qui était venu en France. C'était un très très fort joueur, un top 3 mondial, et donc voilà, on était vraiment sur du très très haut niveau. Et il a joué cette partie, euh, euh, disons après le tournoi de Londres, hein, partie sans enjeu, un petit match amical. Et cette partie est absolument prodigieuse. Donc c'est pour ça qu'elle est appelée l'immortelle, parfois appelée la Mona Lisa des échecs. Donc c'est une partie légendaire et j'ai préféré la montrer tout de même, même s'il y a beaucoup d'autres parties d'Anderson qui sont très intéressantes, mais celle-là est tellement emblématique de son style et de l'histoire des échecs que ce serait une erreur de ne pas la montrer. Donc, premier coup joué par Anderson E4, ça n'est pas surprenant. Pourquoi? Parce que Andersen est un joueur d'attaque, et d'ailleurs son adversaire répond E5, et Andersen joue immédiatement F4, le gambier roi. C'était très courant à l'époque, et Andersen, on va le voir, est un joueur qu'on peut classer comme romantique, un joueur aussi très agressif, et c'est vraiment la figure inversée de Staunton. Staunton, agressif dans la vie, mais très calme sur un échiquier. Anderson, très gentleman dans la vie, mais par contre extrêmement agressif sur l'échiquier. Donc là, on a le coup fou de C4, qui est un coup, disons, qui n'est pas le plus courant. Le plus courant est cavalier F3 pour empêcher la venue de la dame en H4. Mais Anderson joue dans un style flamboyant, il n'a pas peur du coup que va jouer son adversaire, qui est dame H4 échec. Le seul coup, c'est roi F1, puisque G3 conduirait à pion prend G3, et le pion n'est pas reprenable, puisque sinon il y aurait la perte de la tour. Euh, Là, les noirs jouent
B5, qui est un contre-gambit, qui était courant à l'époque, hein. Il y a beaucoup de parties de cette époque qui se jouent avec ce contre-gambit, qui vise déjà à libérer la case B7 pour le fou, voire éventuellement A6, qui en plus oblige le fou, en tout cas propose aux fous, s'ils acceptent le gambit, de quitter cette diagonale A2 G8, qui est très dangereuse évidemment pour les noirs. Aujourd'hui, on ne joue plus ce coup, hein, qui n'est pas, voilà, qui n'a plus très bonne réputation. Donc, on va voir les coups suivants. Donc là, le cavalier attaque la dame, qui est obligé de se replier, hein, sur la case normale de repli. Là, Andersen joue D3, qui est un coup extrêmement logique, hein. Évidemment, alors ça peut sembler un petit coup par rapport à d'autres coups plus agressifs, mais en réalité, le fou de case blanche est sorti, le fou de case noire va pouvoir sortir de cette manière-là. Donc là, on a une position où on va construire justement une future attaque. Là, les noirs jouent cavalier H5, qui n'est pas forcément un bon coup. On peut citer d'ailleurs une autre partie d'Andersen contre Paul Marrer, qui lui avait joué fou C5, qui est un coup meilleur, hein. Et donc voilà la suite qu'on avait eue dans la partie, avec une position tout à fait intéressante, hein, et avec, disons, des possibilités d'attaque et de contre-attaque, hein, une position tout à fait flamboyante. Là, on n'en est pas là, puisque du coup, le joueur noir donc décide de jouer cavalier H5, hein. Le joueur français veut, disons, protéger le pion F4 et puis orienter le cavalier vers le roi adverse. La réponse d'Andersen est cavalier H4, hein, qui n'est pas forcément un coup absolument recommandable aujourd'hui, mais disons, on est dans disons dans une époque où la connaissance des parties, enfin des ouvertures était moins forte qu'aujourd'hui, hein. Évidemment, aujourd'hui, on bénéficie de plusieurs siècles et de plusieurs millions de parties qui ont été jouées et qui ont permis, au fur et à mesure, de progresser dans les échecs. Et donc, ce coup n'est probablement pas le meilleur. Donc là, la réponse est cavalier G5, qui est, pardon, dame G5. G6 était possible, était peut-être même souhaitable, à vrai dire. Donc là, cavalier F5, justement, c'était l'idée du coup cavalier H4, et c'est ce qu'aurait permis d'éviter G6. Là, les noirs jouent le coup C6, qui est une erreur, et tout de suite, Adolf Andersen va en tirer profit. Donc là, on a une position déjà très intéressante. Là, il va en tirer profit, Adolf Andersen, en jouant un coup assez incroyable, qui n'est pas tout à fait juste, à vrai dire, mais on pourrait dire de lui, hein, ce qu'on dira aussi de Tal plus tard, hein, c'est que ces coups, ce ne sont pas les meilleurs, mais ils sont irréfutables sur l'échiquier, dans le temps forcément limité d'une partie. Donc G4, là, vraisemblablement que les noirs auraient dû répondre G6, ils ne le font pas, ils jouent cavalier F6, et là maintenant, disons, la marche vers la victoire d'Andersen, le rouleau compresseur arrive, il joue G4, le coup, la menace, hein, c'est de jouer tour G1, pardon, pour protéger G4. La menace est de jouer ensuite H4, et ça, évidemment, cela menace la dame noire qui n'aura pas beaucoup de cases de repli. Donc c'est ce qui va se passer. La menace est sous-estimée par
le joueur français qui prend le fou est là. Donc logiquement, H4 est joué par Andersen. La dame se replie sur la seule case, dame G6, H5 oblige la dame à revenir en G5, sauf à sacrifier le cavalier, mais ça ne donne rien, hein, puisque si on a cavalier prend et la dame qui repart, on a finalement, donc là on voit, hein, ça permet de développer un petit peu la position, mais celle-ci est quand même très clairement à l'avantage des blancs qui ont un pion en plus et un meilleur positionnement de l'ensemble de leurs pièces. Donc ça ne marche pas, donc on va avoir le coup dame G5 qui va être joué, hein. Cette position est analysée dans ce livre de référence, hein, le Mammoth Book of World Greatest Chess Games, qui recense les 125 meilleures parties de tous les temps, donc livre de Graham Burgess, John Noon et John Helms, avec la participation de Viswanathan Anand. Et donc évidemment cette partie, hein, la partie immortelle, est commentée et analysée dans dans ce livre. De toute façon, elle est analysée à peu près partout dans le monde. Et donc les commentateurs donc là expliquent bien que Dame G5 est le seul coup possible. Donc ici, Andersen joue Dame F3, qui est un coup qui comporte une très forte menace, hein, c'est celle de fou prend F4, avec la dame de Lionel Kiezeritsky qui serait perdue, donc ça oblige les noirs à intervenir. Il joue cavalier G8, qui est finalement assez piteux, hein. On voit la position des pièces blanches qui est assez catastrophique, des pièces noires pardon qui est assez catastrophique, alors que les pièces blanches elles sont idéalement positionnées. Fou prend F4, dame F6. Là, Andersen joue cavalier C3, donc il développe sa seule pièce non développée. Et là, quand on regarde, c'est assez extraordinaire, hein, de voir la position des pièces noires, à l'exception de la dame, qui est la seule pièce qui est développée, et encore, on peut pas dire qu'elle soit développée sur une pièce enfin sur une case extraordinaire, mais au moins elle est développée. En contrepartie, quand on regarde toutes les pièces blanches, on voit que là elles sont idéalement placées. Donc là, on voit, hein, il y a une coordination assez extraordinaire. Finalement, on voit que les blancs ont un fou de moins. En fait, ils ont un pion de plus contre un fou, hein, donc disons sur le plan matériel, la position des blanches est moins bonne, mais en réalité, évidemment, la position d'Anderson est écrasante puisque toutes les pièces concourent à une attaque extrêmement forte. Kieseritzky, qui est un très fort joueur, s'en rend bien compte, et donc il essaye de se développer en jouant un coup logique, hein, fou C5, qui va permettre d'attaquer, donc de gagner un temps en attaquant la tour. Là, la réponse d'Anderson, elle est de jouer cavalier D5. Cavalier D5, c'est disons un moment extrêmement fort de la partie, puisque on voit que disons les blancs laissent la case B2 à la dame noire. Le livre, le Mammoth Book des échecs, parle de climax, justement, hein, de vraiment le premier moment fort, hein, et c'est le début d'une explosion extraordinaire de sacrifice. Donc les noirs prennent en B2, et là
coup extraordinaire joué par Anderson, c'est fou D6. En réalité, ce coup, il n'est pas complètement correct, mais il aura fallu de nombreuses années, de nombreux joueurs et de nombreuses heures, dizaines d'heures, milliers d'heures d'analyse pour retrouver la réfutation, ce qui est évidemment impossible à trouver dans une partie. Là, euh, il était possible disons, d'essayer disons en tout cas pas de réfuter, mais disons de mieux jouer en jouant Dame à 1. Et après Roi E2, on ne peut pas prendre la tour sous peine de mat, on le verra plus tard, mais après un coup comme Dame B2, Roi D2, Fou prend G1, Pion E5, on a une position donc fou A6, on continue cavalier C7, on a une position qui est finalement assez équilibrée, qui peut tenir. Mais à condition évidemment de trouver tous les meilleurs coups sur l'échiquier, ce qui est évidemment complètement impossible. Là, et là encore, hein, d'ailleurs, la position des blanches reste quand même un peu meilleure. Là, les noirs jouent fou prend G1, qui est un coup qui semble pas absurde du tout, hein, on menace aussi Dame à un échec, donc que peuvent jouer les blancs ici? Simplement, ils jouent E5. E5 est un coup absolument extraordinaire qui montre complètement la conception qu'a prévu Anderson, hein. Il a vu justement, il a la position qu'il voulait, il a sacrifié ses pièces. Le coup, enfin l'idée de ce coup est de d'empêcher enfin l'arrivée de la dame sur la case G7. Vous voyez là, le coup E5 bloque justement la dame. Et c'est ça l'idée de ce coup, hein, qui est absolument extraordinaire. Là, il n'y a plus vraiment de bonne manière de jouer, hein, la position est, disons, est bien meilleure. Dame prend 1-1, logique. Dame E2. Donc là, à ce moment de la partie, les noirs ont 2 tours de plus et un fou de plus, ce qui est quand même assez extraordinaire. Euh, Là, il joue cavalier A6. Cavalier prend G7, hein, c'était l'idée du coup E5. Maintenant, les noirs jouent roi D8. On a l'impression que tout tient, puisque le cavalier G8 tient la case E7, donc empêche fou E7. Il contrôle la case F6, donc empêche dame F6. Il contrôle la case C7 avec son cavalier en A6. Donc on a l'impression là que Kizierski a trouvé le moyen de défendre la position, hein, tout a l'air de tenir, mais c'était sans compter le dernier sacrifice extraordinaire d'Anderson qui vient clôturer, clore cette partie magnifique, cette partie immortelle, cavalier F6, et là le cavalier G8 du coup est confronté à ses propres limites, il est obligé de réagir en prenant la dame, mais alors on a fou E7, échec et mat, puisque toutes les cases autour du roi sont contrôlées. Et là, ce que l'on voit, c'est quand même enfin unique, hein, dans l'histoire des échecs. Enfin les blancs ont un pion d'avance, mais les noirs ont une dame, 2 tours et un fou d'avance. Mais les blancs ont des pièces qui sont extrêmement coordonnées entre elles, puisque du coup ça leur permet de contrôler toutes les cases qui sont autour du roi, hein, quand on regarde.
toutes les cases contrôlées, toutes les cases autour du roi sont ici contrôlées. On va regarder, on a toutes les cases qui sont contrôlées euh, par voilà, et celle-ci. Donc toutes les cases qui sont contrôlées par les pièces blanches qui sont placées à leur optimum absolu. Donc cette partie est tout à fait exceptionnelle, hein, l'immortel, et elle est extrêmement caractéristique du style Anderson, le dernier grand joueur d'attaque de l'histoire. À savoir aussi hein, que il fera dans sa carrière d'autres matchs. Il perdra un match contre Steinitz sur un score assez serré, hein, de 8-6 me semble-t-il. Donc Steinitz, premier champion du monde officiel d'échecs, hein, et qui sera, disons, qui marquera disons, la fin complète de la période romantique, qui n'aura été réactivée que par euh, un joueur un joueur américain, Marshall, mais qui, disons, n'atteindra pas le niveau d'Anderson, et puis ensuite par Michael Tal, qui est devenu champion du monde et qui, disons, a réactivé cette tradition romantique et qui est le dernier champion du monde à l'avoir fait.